Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur School TV le mag, une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants et pas seulement aujourd'hui. Eh bien vous le savez, c'est l'école du monde et c'est parti donc pour le sommaire. L'école du monde cette semaine en Côte d'Ivoire, quelle place pour l'éducation, quelle philosophie et surtout comment fonctionne le système là-bas. Dans un instant, Irina Capron vous explique tout, l'école ivoirienne à la relance, et cela depuis l'année 2018, des investissements colossaux, plus d'1 milliard d'euros, avec le souhait de rendre l'école obligatoire pour les 6-16 ans, avec quelle réussite, quel déconvenu, on fait le point dans un instant. Et puis cette question, quelle place pour le privé? La Côte d'Ivoire s'illustre-t-elle avec un système éducatif à 2 vitesses? L'école peut-elle réduire, oui ou non, les inégalités en Côte d'Ivoire? On posera la question dans un instant à tous nos invités dans le mag. En plateau avec Grace Emmanuel Conan. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir... Bonjour monsieur, ça fait longtemps quand même. Je suis pas un professeur, madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Oui, ça va très bien, mais moi j'ai pas eu mon bac à 14 ans. Qu'est-ce qui vous a pris? Et vous êtes pressé. Comment ça s'est passé? C'est vraiment grâce à mon niveau et grâce aussi à l'éducation de mes parents. À chaque fois, on me faisait faire 2 classes en même temps parce que les professeurs trouvaient que j'avais le niveau pour. D'accord. Et 2 classes, 3 classes, 4 classes en même temps, et non, du coup on a son bac à 14 ans, tout va bien. Allez, vous restez avec nous, on est en Skype avec Ina Ouattara. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes consultante en orientation scolaire et professionnelle. Vous êtes l'auteur du livre Mission Orientation que l'on retrouve notamment sur Amazon. Toujours en Skype avec Ibrahima Diabaté. Bonjour, vous êtes président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Merci à tous les trois d'être avec nous. On rejoint sans plus tarder Irina, c'est l'heure de la loupe. Qui a eu son bac à 14 ans aussi. Ah non, moi non. Malheureusement non. Presque, on va dire ça. Peu de choses près. Ouais. Parlez-nous, s'il vous plaît, Irina, du système éducatif en Côte d'Ivoire. Alors le système éducatif en Côte d'Ivoire s'est rapidement développé à partir de 2011, alors que le pays sortait d'une période de conflit. L'accès à l'éducation a pu être élargi par l'amélioration de l'accès aux zones mal desservies et à la création de nombreuses écoles. Donc l'école est obligatoire de 6 à 16 ans et le système éducatif ivoirien est structuré en 3 cycles, le primaire, le secondaire et le supérieur. Il y a des similitudes avec la France. Bien évidemment, ça y ressemble beaucoup. Le cycle primaire dure 6 ans, donc de 6 à 11 ans. Le secondaire est organisé en 2 cycles. Donc le premier cycle d'une durée de 4 ans est sanctionné par le brevet d'études du premier cycle, donc qui correspond au collège chez nous en France. Et le deuxième cycle de l'enseignement secondaire se fait en 3 années et est sanctionné par le bac, donc le lycée. Un système qui connaît quelques difficultés. Effectivement, même si l'école est obligatoire de 6 à 16 ans, près de 2 millions d'enfants ne vont pas à l'école et majoritairement ce sont des filles. 66,9% des élèves en Côte d'Ivoire ne disposent pas assez de compétences pour continuer leur apprentissage. La plupart des élèves n'ont pas de compétences suffisantes en lecture et la Côte d'Ivoire figure au rang des pays où les élèves connaissent de très grandes difficultés en mathématiques. 42,1% des élèves ivoiriens ont un niveau jugé suffisant en mathématiques contre 65% au Sénégal. Alors des mesures urgentes ont été prises pour améliorer la performance des élèves, comme le rétablissement de la dictée pour améliorer le niveau de la langue française ou encore le rétablissement des coefficients par matière dès le premier cycle. Allez, on creuse tout ça, l'expression orale. Et on commence, allez au hasard, avec Grace Emmanuel. Vous gardez quel souvenir de votre scolarité? Je garde quand même comme souvenir qu'on était surtout très ensemble. Au niveau de l'école, il y avait toujours des grands frères en cas de besoin pour aider. Les professeurs aussi étaient très disponibles. À part quelques petits soucis au niveau de l'organisation ou peut-être on n'avait pas très vite les informations. C'est-à-dire par exemple, au niveau des examens, on pouvait être prévenu qu'on devait composer à une semaine et demie. Ah, ça peut rajouter un certain stress. Et on était hyper stressés, mais à part ça, vraiment tout allait bien. Ina, vous gardez quel souvenir, vous, de votre scolarité, de votre éducation en Côte d'Ivoire? Alors, globalement, je dirais la discipline. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait un lycée d'excellence en Côte d'Ivoire, donc lycée Sainte-Marie de Cocody. On va dire que les Ivoiriens connaissent. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir cette rigueur, cette discipline et de viser l'excellence. Donc, c'est un peu ce qui m'a poursuivi, on va dire, tout au long de mon parcours, parce qu'après, on garde quand même une trace. Et l'idée, c'est que quand on travaille, on essaie de garder ce côté perfection, on va dire. Vous me direz la même chose, les mêmes mots? Rigueur, perfection? Oh, peut-être que l'environnement était un peu différent parce que
Contrairement à Ina, donc moi j'ai obtenu mon baccalauréat à l'intérieur du pays, donc à autour de 400 kilomètres de la ville d'Abidjan, précisément dans la région du Haut-Sandra d'Aloa. Entre grèves suscitées par des élèves et par moment des revendications de certains professeurs, on se retrouve à avoir la tête beaucoup froide et à se dire qu'il faut se concentrer sur ses études pour pouvoir valider d'abord au niveau des différents contrôles qui sont faits en classe, mais également les examens de fin d'année. Mais effectivement, hein, je salue également la rigueur qui prévalait au lycée du lycée Antoine Gauze et d'Alois et qui nous rappelait à chaque fois que nous avions une responsabilité. C'est vrai que l'environnement n'était pas à chaque fois propice pour évoluer, mais il fallait également qu'on prenne conscience de ce que nous devons faire pour améliorer les choses, malgré effectivement cet environnement, comme je l'ai relevé, qui était par moments tendu. Donc ça a renforcé notre résilience et je pense que cette formation-là nous sert aujourd'hui dans ce que nous faisons. Grace Emmanuel, depuis 2015, l'école est devenue obligatoire pour les 6-16 ans. C'était une priorité d'Alassane Ouattara. 7 ans plus tard, vous dressez quel bilan? Vous avez quel retour, vous, du terrain? À mon niveau déjà, je pense que depuis que ce système a été mis en place, le système éducatif se détériore un tout petit peu parce que, par exemple, au niveau de... On va parler par exemple de la maternelle. Il y a par exemple dans certaines écoles près de 100 élèves et il y a... On peut dire 3 maîtresses ou 2 maîtresses et c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que sur le papier, il y avait la volonté, mais on est peut-être allé trop vite. Au niveau de la mise en place, c'est pas vraiment ça. Vous me diriez la même chose, Ibrahima Diabaté, effectivement, que l'idée, forcément, est louable sur le papier, mais que dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, moi, je pense quand même qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Effectivement, la Côte d'Ivoire vient de loin. Nous n'avons pas forcément les mêmes moyens, nous n'avons pas forcément les mêmes prérequis ou encore les mêmes dispositions que des nations, mais je pense que il faut d'abord matérialiser l'idée, il faut la mettre donc sur papier et puis se mobiliser en attendant pour mobiliser les moyens pour saluer cela. Je pense dernièrement, l'État de Côte d'Ivoire avait fait un bilan de ce qu'il comptait faire sur l'AC sur l'année 2022-2023. C'est 91 nouveaux établissements qui seront construits. Il y a près de 17 établissements qui sont passés dernièrement de système collège à système lycée. Dans le primaire, c'est 517 établissements primaires comportant plus de 2771 classes qui vont voir le jour. Dans le préscolaire, c'est 227 également, près de 627 salles de classe qui seront mises à disposition avec des tables bancs, des collèges de proximité qui sont en train de voir donc le jour. Aujourd'hui, le système éducatif est autour de 30% de notre budget. Non, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits et les états généraux de l'éducation qui sont tenus récemment, je pense que les conclusions ont été remises au Premier ministre, viendront pour faire l'état des lieux de la situation, mais également pour relever ce qu'il y a comme manquement pour parfaire l'avenir. Ina, vous aussi, vous saluez les efforts? Alors, effectivement, parce que comme Ibrahima l'a dit, dernièrement, il y a eu la publication des États généraux, donc mis en place par le ministre de l'Éducation nationale. Donc l'idée, justement, avec les directives, c'est de, bien sûr, avec des fonds qui seront levés, pouvoir mener ces actions. Et je pense que ces actions, alors pour l'instant, ne sont pas encore publiques, mais prendront en compte la formation non seulement des enseignants, mais aussi relever le niveau académique de l'école ivoirienne, c'est sûr. Grace Emmanuel, aujourd'hui, il manque encore, j'imagine, beaucoup de salles aménagées dans le pays. Il manque certaines cantines peut-être aussi. Il manque les internats. Moi, j'étais vraiment au privé et au privé, on n'avait pas trop de problèmes à ce niveau. Il n'y avait pas de souci là, bien sûr. Ouais. Non, pas du tout. Donc, je ne pourrais pas être objective, mais je pense déjà, vu mes amis et tout, qu'il y a quand même des cantines, il y a quand même des bibliothèques aussi qui sont aménagées. Vraiment, l'État fait de son mieux. Et Ibrahima, Grace Emmanuel disait effectivement l'État fait de son mieux. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des kits scolaires gratuits qui sont distribués? Est-ce que justement il y a des initiatives qui vont dans ce sens-là aujourd'hui?
Alors, pour des élèves donc, prenant la classe donc, du primaire du CP1 au CM2, c'est près de 5 919 000 kits scolaires qui seront distribués pour un montant global de 10,5 milliards de francs CFA. C'est-à-dire effectivement que l'école obligatoire n'est pas qu'un slogan. On peut également dire que les moyens pour y parvenir essaient de ralentir un peu l'ambition, essaient de contenir l'ambition. Mais je pense que tout part de la volonté politique. La volonté politique est affichée. Vous parliez tout à l'heure donc des cantines scolaires. Effectivement, les cantines ont beaucoup plus de sens. Je m'explique en pesant bien sûr mes mots dans les établissements publics aujourd'hui. Mais cette année, c'est près de 5 300 cantines scolaires qui vont voir le jour. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites parce que il y a une étude qui a relevé dernièrement qu'il y a beaucoup d'enfants qui décrochaient au niveau de leur scolarité par manque donc d'accompagnement au niveau des aliments. Quand vous prenez des villages où l'enfant entre midi et deux est obligé de se rendre au champ pour accompagner son père ou encore pour se restaurer et par moment il est gagné par le virus de la paresse et donc il ne peut plus revenir à l'école. Vous voyez que les rapports, les réalités diffèrent d'un moment à l'autre et d'un environnement à un autre. Et donc, c'est pour endiguer toutes ces vagues de... Euh, tout, 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 pour endiguer tous ces problèmes, bien sûr que l'État prend ses dispositions. Ceci dit, effectivement, il faut passer à l'échelle. 5 332 cantines scolaires, oui, on peut dire que c'est beaucoup, mais il y a encore et encore des villages qui méritent donc d'avoir des cantines scolaires parce que vous avez relevé tout à l'heure, et moi, ça m'a beaucoup touché, il y a près de 2 millions de jeunes filles qui ne bénéficient pas d'une éducation de qualité. Le droit à l'éducation est un droit et je pense que si c'est promu donc dans tous les textes et même par la Constitution ivoirienne, cela mérite donc d'être accompagné. Et je salue les efforts du gouvernement, mais je fais le plaidoyer de ce que, à l'issue de la diffusion des États généraux de l'éducation, que ces belles paroles, parce qu'effectivement, je dois avouer que les jeunes ont été associés donc à l'élaboration de ces documents aussi bien dans les départements mais une autre chose est également de mettre en application toutes ces propositions et toutes ces belles paroles qui ont été édictées, relevées au cours de ces travaux qui ne feront qu'avancer la Côte d'Ivoire. Ina Ouattara, en 2017, un enfant sur trois restait hors du système scolaire. On pense qu'il y a une majorité de filles. Est-ce que justement la donne peut changer dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans votre pays ? Alors, je l'espère bien, notamment parce que nous avons des lycées d'excellence, notamment celui que j'ai fait, et il y en a un autre d'ailleurs à Abidjan qui vient d'ouvrir, pour former exclusivement les filles. Donc, on est encore dans le cadre école de garçons et école de filles. Pas tous, mais l'idée, c'est que justement, ces lycées-là puissent permettre aux jeunes filles d'accéder au même type de formation que les garçons. Et notamment parce qu'en ce moment, il y a des entreprises, mais aussi des associations qui font la promotion des STEM, donc les études de tout ce qui est mathématiques et sciences auprès des jeunes filles. Et c'est promu notamment par des entreprises comme la CIE, la SODECI, qui sont nos entreprises d'électricité, d'eau locales, mais aussi des fondations, et le public qui s'investit justement dans la création des écoles féminines ou, on va dire, mixtes. Donc, je pense qu'il y a bon espoir que la vulgarisation, en tout cas, de tout ça et de la connaissance soit plus présente auprès des jeunes filles et qu'elles comprennent qu'elles ont aussi leur place et un rôle à jouer dans le développement de notre économie. Il y a encore un travail à faire au niveau des mentalités pour faire comprendre justement que les filles ont toute leur place à l'école, dans la société, effectivement, ivoirienne. Oui, effectivement, au niveau des mentalités, parce que la plupart du temps, on a l'habitude de croire que les filles sont pas vraiment aptes à aller à l'école. Voilà, on se dit, c'est l'homme qui va tout faire, c'est l'homme qui va tout gérer. Mais je pense que vraiment, au fur et à mesure, et même au niveau de notre génération, il y a plus de filles qui sont intéressées par les cours, il y a plus de filles qui sont intéressées à se développer elles-mêmes. Et donc, je pense que vraiment, on peut relever ce défi-là. Justement, vous en parlez, Ibrahima Diabaté, vous pensez que les choses peuvent changer dans les mois, dans les années à venir en Côte d'Ivoire concernant effectivement le taux de scolarisation des filles? Moi, je pense que quand même, c'est un problème à résoudre.
mais que mieux, il y a des exemples aujourd'hui. Il y a la sœur sur le plateau aujourd'hui qui, après avoir obtenu son baccalauréat à 14 ans, poursuit ses études en ce moment à Paris. Moi, j'ai reçu dernièrement Ina Ouattara, que je prends plaisir à revoir sur votre plateau télé, qui a fait donc ses études en Côte d'Ivoire, malgré les conditions qui par moments étaient, que nous avons relevées sur le plateau télé et qui font la fierté aujourd'hui de notre pays. Juste une parenthèse qui me paraît utile, elle se bat pour que les étudiants, pour que les élèves après leur baccalauréat aient une orientation qui puisse les servir dans la vie active. Donc je pense qu'il y a des exemples salutaires. Je pense qu'il faut faire la promotion également de ces jeunes talents-là au niveau de la vie associative, au niveau de la vie active, au niveau de la vie professionnelle, qu'il y ait des séances de partage d'expérience, qu'elles soient en mesure de relever leur peine, leur joie quand elles étaient en tout cas en phase donc de valider leur baccalauréat, mais également les voies et moyens qu'elles ont utilisés, le courage qu'elles avaient, l'abnégation au travail surtout, pour encourager davantage celles qui sont encore derrière. Il ne faudrait surtout pas se limiter au niveau d'Abidjan, parce qu'à Abidjan, beaucoup ont accès aux nouvelles technologies, beaucoup ont accès à la télévision, beaucoup ont accès à l'information, mais il faut aller dans le fin fond de la Côte d'Ivoire pour partager tout cela. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire. Le changement de mentalité, progressivement, il prendra donc son cours. C'est pas par un coup de bâton magique que nous arriverons à changer les choses, mais je me dis que toutes les classes de la société doivent se mobiliser. Aussi bien l'État, les partenaires au développement, les organisations de jeunesse, les organisations de la société civile, et y compris toutes celles et tous ceux également qui sont engagés donc dans les termes également pour promouvoir vraiment tous ces métiers-là, mais également l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors on peut voir bien évidemment le verre à moitié plein comme d'habitude ou le verre à moitié vide. Il y en a aussi qui critiquent effectivement les mesures qui ont été décidées par le gouvernement depuis quelques années. Certains disent, Grace Emmanuel, que le critère du gouvernement, ce n'est pas forcément la qualité, c'est de voir s'il y a grève ou pas dans tel ou tel établissement. Et que, en gros, s'il n'y a pas grève, tout va bien. C'est caricatural ou... Je trouve que c'est pas forcément exact parce qu'il y a vraiment du travail qui se fait. Et même au niveau des grèves, c'est vrai qu'au niveau de l'université publique, c'est un peu plus compliqué avec les années scolaires qui durent à cause des grèves et tout. Mais je pense que l'État fait vraiment du travail. Par exemple, au niveau de l'université publique, comme je le disais, il y a de moins en moins de grèves. On ne va pas dire que ça va totalement, mais voilà, ça s'améliore vraiment. Bien, vous êtes en France, il y en a ici. Hein. Ça s'améliore vraiment par rapport aux autres années, parce que je me rappelle qu'avant d'avoir mon bac, ma plus grande peur, c'était d'aller au public, parce que je me disais, j'allais faire 3 ans pour une année, mais vraiment, présentement, là, ça s'améliore, même si ce n'est pas parfait, mais ça s'améliore. Ina, qu'en est-il de la formation des... Je ne sais pas si vous pouvez m'en parler, hein. Qu'en est-il de la formation des profs et du suivi, surtout, de leur niveau ? Alors, malheureusement, je ne pourrais pas en parler dans le détail. Après, c'est un peu comme en France. Hein. Alors, ici, l'idée, c'est d'avoir le CAFOP, donc soit un bac plus 4 ou plus 5, et de se spécialiser dans la matière dans laquelle on enseigne. Mais on va dire qu'au niveau de la formation, je ne sais pas exactement quel est le suivi. Après, ce qui est clair, c'est qu'il y a des inspecteurs de mémoire de l'éducation nationale qui font souvent des tournées, on va dire, dans les écoles, pour vérifier le curriculum, mais aussi le contenu, on va dire, des formations et comment il est dispensé aux élèves. Mais c'est vrai que sur la durée, en termes de formation continue, je n'aurais pas d'indicateur en particulier à donner. Emma Diabaté, justement, quel est votre sentiment sur ce contrôle, ce suivi des professeurs ? Parce que c'est vrai qu'on dit que parfois ils sont mal formés et on comprend rapidement que ça va donner un cercle vicieux. Si les profs sont mal formés, ils vont mal enseigner aux élèves. Oui, mais bien avant, si vous permettez, je veux intervenir sur une question que vous avez relevée tout à l'heure, notamment la question relative aux grèves et autres. Alors, il y avait un phénomène qui prenait de l'ampleur en Côte d'Ivoire, qui était le phénomène des congés anticipés. Pour caricaturer, vous avez dit tant qu'il n'y a pas de grève, c'est que tout va bien et donc on s'en va. Moi, je pense que tant qu'il n'y a pas de grève, ça avait un sens de savoir, par exemple, que nous terminons l'année scolaire en beauté et que le calendrier scolaire était respectés à la lettre. Donc, depuis des années, des élèves décidaient eux-mêmes de se mettre en congé. Je prends un exemple très simple. On se dit, alors pour les vacances de la fête de Noël, pour les congés de Noël, disons, l'État fixe donc la date au 23 décembre.
et que c'est le 23 décembre que les uns et les autres donc partent en congé. Mais il y a des élèves qui, au nom de ce qu'ils avaient des pierres, des boudins, des machettes par moment, dans certains établissements, décidaient de se mettre en congé à partir du 10. Et ce phénomène-là prenait de l'ampleur au fur et à mesure. Et je pense qu'il y a une disposition qui a été prise récemment par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, qui a à sa disposition aujourd'hui des centres de service civique. Ce sont des centres de résocialisation, ce sont des centres qui aident les jeunes aujourd'hui à accroître leur citoyenneté, qui aident les jeunes à être des citoyens beaucoup plus actifs et responsables au sein du pays. Et donc, en collaboration avec le ministère en charge de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, tous les jeunes qui ont été pris la main dans le sac, donc en train de déloger certains de leurs camarades, donc ont passé leur congé de Noël dans ces centres-là. Mais je dois vous avouer, je dois vous promettre que nous avons fait des congés au mois d'avril sans qu'il y ait des congés anticipés. Nous avons fait des congés pour les grandes vacances sans qu'il y ait des grèves au sein des établissements. Donc effectivement, ça avait un sens en Côte d'Ivoire d'avoir une année scolaire vraiment sans grève. Premier élément. Deuxième élément, pour répondre donc à la question liée aux enseignants, il faut dire qu'ici, il y a deux modes. Soit vous passez par le CAFOP, effectivement, ça c'est pour enseigner les personnes qui sont au niveau du primaire et autres, ou bien vous passez par l'ENS, l'école normale supérieure, pour enseigner donc les collégiens et les lycéens. Au niveau donc du CAFOP, effectivement, les uns et les autres ont remarqué que certains se lançaient dans le corps de métier, pas parce qu'ils avaient l'amour de la chose ou parce qu'ils pensaient pouvoir changer les choses dans le bon sens, mais pour la masse salariale, parce qu'effectivement, on ne s'en plaint pas en Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas qu'ils sont hyper bien payés, mais les choses sont à saluer quand même. Et donc, beaucoup se lançaient dans le domaine, pas par vocation, mais parce qu'ils se disaient, alors il y a de l'argent à gagner là-dedans, il faut se lancer. Et malheureusement, il y en a certains qui n'avaient pas les compétences. Mais je pense que les choses sont en train d'être durcies, les choses sont en train d'être revues. J'ai compris que dernièrement, il y a des élèves, je dirais comme ça, des élèves enseignants qui ont été recalés même parce que ils ont eu du mal à valider leur année. C'est des choses qui se faisaient difficilement auparavant, mais qui sont en train d'être revues. Aujourd'hui, pour le concours d'entrée à l'ENS, les choses sont rigoureusement suivies à la lettre. Aujourd'hui, au niveau même de l'université, avant c'était des études de dossier, mais la remarque est frappante, il y a des enseignants à l'université qui faisaient excusez l'expression, mais qui par moments avaient des tenues qu'on pouvait apprécier avec beaucoup de recul. Mais aujourd'hui, il y a même des tests qui sont organisés pour pouvoir enseigner à l'université. Je ne dis pas que les mesures sont faites pour récaler beaucoup. Je ne me réjouis pas forcément de ces mesures-là, mais je me dis qu'elles sont nécessaires pour bâtir une école de qualité pour la jeunesse ivoirienne et pour nos petits frères. L'information en plus, Irina. L'information en plus, Irina Capron, vous allez nous parler d'une nouvelle mesure qui inquiète les parents et aussi les élèves. Effectivement, le 11 septembre dernier, la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, a annoncé cette mesure. Les élèves du secondaire avec moins de 8,5 de moyenne devront quitter l'école. Alors cette mesure est ancienne, mais le conseil de classe a donné une autre chance à l'élève de ne pas être exclu. Conséquence, le niveau scolaire ivoirien s'est fortement dégradé. Mais là, il n'y a plus de seconde chance, il n'y a plus de conseil de classe. Là, les élèves avec moins de 8,5 de moyenne seront exclus. Alors, le président de l'organisation des parents d'élèves et étudiants, Claude Akakadio, défend cette décision, mais pour lui, il faudrait que l'enfant exclu soit automatiquement orienté vers une formation professionnelle. Grace Emmanuel, pour vous, ça va se mettre en place ? Déjà, je ne suis pas forcément très d'accord avec ces décisions, parce que je me dis... Au niveau des cours et tout, c'est pas forcément tous les élèves qui arrivent à avoir des moyennes chaque année. Par exemple, pour une année, il peut avoir une situation, il peut avoir un problème, et c'est pas juste que peut-être ces élèves qui étaient de base qui avaient de bonnes performances soient obligés de quitter l'école juste pour une année. Donc c'est un peu compliqué, mais effectivement, concernant la proposition du monsieur dont vous avez dit, ce serait mieux de soit les orienter vers quelque chose d'autre, vers une formation, ou
soit au fait échanger, surtout ça, parce que je trouve que dans le niveau scolaire, il n'y a pas beaucoup d'échanges avec les élèves et avec les étudiants. Donc, on va à l'école, ok, mais on ne va pas dire qu'on est vraiment suivi. Voilà, on ne va pas dire qu'il y a vraiment des échanges et c'est vraiment compliqué parce qu'il y en a qui veulent sûrement faire quelque chose, mais pas forcément dans le niveau scolaire. Et vu que, selon la mentalité, si tu ne suis pas l'école du CP1 à la terminale, c'est que tu vas rien faire de ta vie. Donc, ça fait qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui soit sont fatiguées ou qui préfèrent abandonner. Donc, cette décision n'est pas vraiment juste, à mon avis. Ibrahima, quel est votre sentiment? Vous pensez que ça va passer? Alors, moi, je me reconnais un peu là-dedans, parce que je vais me partager un point de ma vie que j'aime relever. En classe de première D, j'ai obtenu 7 de moyenne au premier trimestre. Et parce qu'effectivement, je me disais que avec toutes ces grèves-là, les interrogations, les devoirs et autres, donc il y avait un peu de laisser aller. Et au second trimestre, je me suis remis en cause, j'ai eu 9,99. Au troisième trimestre, j'ai eu 12,40 de moyenne et j'étais même le deuxième de la classe en première. Donc effectivement, on s'est dit, il a échappé. Donc du coup, je me dis, alors moi, autant je me dis qu'il faut puiser l'idée encore plus en profondeur, je me dis également que la formation professionnelle n'est pas forcément le moyen. C'est comme si on diabolisait la formation professionnelle. Les pays tels que la Suisse et l'Allemagne ont réussi à bâtir une économie forte aujourd'hui en se basant sur la formation professionnelle. C'est comme si on disait, mais attention, tous les là, donc de Côte d'Ivoire, excusez l'expression, mais doivent aller ou s'orienter vers la formation professionnelle. Je pense que l'idée également du président du syndicat n'est pas assez rassurante, n'est pas assez complète. Moi, je me dis que la formation professionnelle doit être un choix. La formation professionnelle doit permettre aux jeunes qui ont des talents dans des différents domaines et qui se disent que malheureusement, en ayant des cravates et en étant assis dans des bureaux qui pourront satisfaire leur vie, que non, effectivement, il y a d'autres passerelles qui peuvent permettre de gagner par sa vie, et mieux même que ceux qui sont assis dans l'administration en train de travailler dans les bureaux. Aujourd'hui, il y a des dispositions qui permettent de passer à 960 heures au niveau du primaire et 1280 au niveau du volume horaire, au niveau du secondaire, contre 850 sur les normes internationales qui sont prévues. Je me dis qu'il faut puiser en profondeur. Il faut renforcer le système et peut-être même qu'on aura de moins en moins des personnes qui auront moins de 8,50 de moyenne. Mais pour moi, la formation professionnelle comme deuxième choix ou encore comme choix, comme on dit, comme décision pour des jeunes qui n'auraient pas fait beaucoup dans le parcours général ou encore dans le secondaire classique n'est pas une bonne initiative. Ina, quels sont aujourd'hui les parcours d'orientation en Côte d'Ivoire? Que valent-ils? Alors, globalement, votre collègue, je pense, l'a énoncé un peu plus tôt. On a la filière générale, donc Ibrahima vient d'en parler. Nous, on appelle encore le bac A, donc littéraire, C, D, voilà, qui sont plus scientifiques pour le coup. Ensuite, alors on a tout ce qui est filière technique. Donc là, on va parler de tout ce qui est entré avec la comptabilité, la gestion d'entreprise globalement, l'économie et aussi les filières industrielles. Et puis l'enseignement professionnel qui va plus toucher alors les métiers de l'artisanat, mais aussi les métiers manuels, l'hôtellerie et l'éducation artistique globalement. Donc l'idée, c'est que concrètement, c'est d'aller à l'université, à l'école, donc avec les différentes spécialités qu'on connaît, pareil que dans le système français d'ailleurs. Et finalement, c'est les deux voies principales qui s'offrent, ou bien les lycées professionnels dans lesquels les jeunes peuvent suivre des formations pratiques. Et on a évoqué tout à l'heure justement le fait de faire une formation après la troisième, donc soit un bac technique professionnel, ou bien le BT, brevet de technicien, qui va permettre de manière plus précise de rejoindre un corps de métier. Quelle piste d'amélioration justement au niveau de la définition du projet professionnel? On sait qu'en France, ça arrive un petit peu sur le tard. C'est la même chose en Côte d'Ivoire? Alors, j'ai envie de dire, si vous trouvez qu'en France, ça arrive sur le tard, en Côte d'Ivoire, c'est un peu pareil aussi. Pour avoir les deux, on va dire, les deux cultures, je me rends bien compte que la question de l'orientation, elle n'arrive pas aussitôt qu'elle devrait. Donc, peut-être à partir de la quatrième, voire la troisième, on devrait se poser la question. Notamment parce que, comme en France,
En seconde, on demande effectivement de faire ce choix. Donc en France, on est sur le choix de spécialité, mais en Côte d'Ivoire, on est sur le choix de la... Alors, dans la filière générale, la filière littéraire ou scientifique, et dans les formations professionnelles, on demande directement de s'engager. Donc on voit bien que c'est dès la 4e qu'il faut commencer à y réfléchir et pas attendre la fin. La fin du cursus, voilà. Maintenant, en termes de pistes d'amélioration, enfin d'autres pistes, on est clairement, enfin pour moi en tout cas, l'idée ce serait vraiment de faire de l'anticipation structurelle, j'ai envie de dire, notamment en instaurant des temps d'orientation. Elle en a parlé grâce à savoir que ce serait bien que dès le plus tôt possible, donc à partir de la 4e, on commence déjà à parler aux jeunes des débouchés, des secteurs d'activité, pour qu'ils sachent là où ils vont et ce qui s'offre à eux dans le monde du travail. Et ça, pour l'instant, ça pêche encore. Notamment lors des journées carrières, on reste sur de la présentation des programmes par les écoles, mais on est beaucoup moins sur OK, en t'engageant dans cette voie, voici les principaux débouchés et quelle est ta personnalité professionnelle pour voir si ça t'intéresse d'y aller. Toi, Grace, du coup, tu as eu ton bac à 14 ans, donc tu as décidé ton orientation à 8 ans. Bon, déjà, moi, depuis toute petite, j'avais déjà 2 choix. J'avais dit soit la médecine, soit travailler dans le domaine de l'économie. Soit l'économie, la finance. Okay. Oui, depuis toute petite. Donc, j'ai gardé cette motivation jusqu'à mon bac. Donc, ça n'a pas été assez compliqué. Ouais. Mais effectivement, au niveau du bac, j'avais beaucoup d'hésitation parce que quand tu arrives en terminale, on te met la pression déjà pour faire le choix d'où tu veux t'orienter. Tu te rends compte que il y a les parents qui vont faire des propositions, il y a forcément l'école qui va essayer de t'aider, mais qui ne t'aide pas vraiment parce que moi, je voulais partir en économie ou en médecine. À un moment donné, je ne savais plus où aller, j'avais en même temps envie d'aller en droit, en même temps envie d'aller en communication parce que je recevais tellement d'informations et ce n'était pas vraiment des informations qui étaient adaptées à ma personne. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il fallait vraiment qu'il y ait des personnes pour échanger avec les étudiants parce que souvent, on fait des choix en se disant bon voilà, on s'oriente, après on va finir par aimer ce dans quoi on s'oriente, mais c'est pas vraiment le choix qu'on voulait de base. Et c'est pas compliqué. Un grand merci à tous les trois, en tout cas Grace, Emmanuel Conan, et vous êtes donc étudiante assistante analyse financière en alternance, vous avez donc eu votre bac à 14 ans, avec ça en Côte d'Ivoire, Inna Ouattara, encore merci, consultante en orientation scolaire et professionnelle, auteur du livre Mission Orientation, vous le retrouvez notamment bien évidemment sur Amazon, et puis Ibrahima Diabaté, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Un grand merci encore à tous les trois de nous avoir expliqué un petit peu plus en détail le système éducatif en Côte d'Ivoire. Un grand merci à vous, Irina. Merci à vous. On se retrouve très vite pour un nouveau School TV Le Mag.